Posez immédiatement ce que vous êtes en train de faire, parce que nous allons briser l'omerta qui règne sur le marché des véhicules d'occasion en France et au sein de l'Union européenne. Il y a des vérités massives, des mécanismes financiers sombres que chaque concessionnaire, chaque négociant de parc automobile connaît sur le bout des doigts, mais qu'ils ne vous révéleront jamais quand vous êtes sur leur parking, le carnet de chèques ou l'application bancaire à portée de main. On ne parle pas ici de petites astuces de vendeurs de tapis ou de vagues négociations de fin de mois. Nous parlons d'informations structurelles lourdes qui transformeraient radicalement votre décision d'achat si vous en aviez conscience. Des données chiffrées qui coûteraient des milliers d'euros de marge nette aux professionnels du secteur, des failles systémiques qu'ils sont entraînés, calibrés et formatés pour vous cacher. Et voici ce qui va vous faire basculer dans la colère. J'ai réuni les témoignages d'anciens chefs des ventes de concessions majeures en Île-de-France, d'anciens directeurs de parcs, d'occasion basés à Lyon et de contrôleurs techniques excédés qui ont accepté de briser le silence sur ce qui se trame réellement derrière les vitrines rutilantes des showrooms. Les fables qu'on vous raconte pour valider un bon de commande, les réalités invisibles du marché européen qu'on vous dissimule, et les stratégies bancaires internes conçues pour siphonner vos économies avant même que vous n'ayez réalisé le coût réel du véhicule que vous venez de ramener chez vous. Alors, si vous voulez enfin comprendre comment le système se remplit les poches sur votre dos, ouvrez grand vos oreilles, car ce que nous allons mettre à nu aujourd'hui va redéfinir définitivement votre regard sur l'industrie automobile. Je vous garantis que la prochaine fois que vous franchirez les portes d'une concession, vous repérerez instantanément chacun de ces rouages appliqués directement sur vous. Entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, parlons de ce véhicule qui prend la poussière depuis des mois à l'arrière du parc de l'agence et pour lequel ils sont prêts à tout. C'est une réalité brute que les professionnels du secteur ne confesseront jamais en face. Cette berline étincelante ou ce SUV compact qu'ils vous présentent avec l'enthousiasme fin du véhicule tout juste rentré de retour de leasing, cela fait exactement 180 jours qu'il pourrit sur place, immobile sous la pluie et le soleil. Et la direction est absolument aux abois pour s'en débarrasser. Un ancien directeur de site d'une grande marque allemande en périphérie de Bordeaux m'a dévoilé la mécanique exacte de cette urgence. Chaque lundi matin, à la première heure, les écrans des gestionnaires s'allument sur un document précis, le rapport d'âge des stocks. Dès qu'un véhicule d'occasion dépasse les 90 jours d'immobilisation, la pression interne devient insoutenable pour l'équipe commerciale. Passé le cap fatidique des 6 mois, la direction acceptera n'importe quelle offre financièrement viable, uniquement pour libérer de la trésorerie et stopper l'hémorragie des frais financiers de portage de stock. Mais face à vous, le discours sera inversé. Le vendeur adoptera une posture de tension artificielle, simulant que l'auto vient d'être reprise à un particulier et que 3 clients ont déjà téléphoné pour réserver un essai l'après-midi même. Heureusement, il existe des indicateurs infaillibles pour détecter cette détresse commerciale cachée sans quitter votre écran. Avant même de vous déplacer en concession, examinez les bases de données d'historique en ligne obligatoires ou accessibles sur le marché français, comme le système Histovec, mis en place par le ministère de l'Intérieur. Si vous constatez que le dernier contrôle technique réglementaire ou le dernier rapport d'enregistrement a été édité il y a plus de 5 mois dans la commune exacte du garage, l'évidence est là. La voiture subit une immobilisation forcée depuis cette date précise. Allez plus loin. Observez les réseaux sociaux du point de vente ou les plateformes d'annonces principales. Si l'auto apparaît au second plan d'une photo promotionnelle publiée au début de l'hiver alors que vous êtes en été, c'est qu'elle fait désormais partie des meubles. Point. Pour contrer cette visibilité, les concessions déploient des trésors de camouflage logistique. Ils déplacent les véhicules de manière hebdomadaire, d'un bout à l'autre de l'exposition, pour modifier la perception visuelle des passants. Ils refont des sessions de photographie sous d'autres angles, avec un éclairage différent. Ils suppriment l'annonce Internet pour la recréer à l'identique en ajustant le prix de seulement 150 € à la baisse. Une manipulation technique simple, qui permet de faire remonter l'automobile en tête des moteurs de recherche avec la mention mensongère de nouveautés du jour. L'ancien chef des ventes m'a avoué le piège de cette méthode.
Le client croit réaliser une affaire en or sur un produit frais, qui vient de subir une baisse de prix agressive, alors qu'en réalité, la structure commerciale traîne ce fardeau logistique depuis des trimestres et qu'elle serait prête à abandonner 1500 ou 2000 euros supplémentaires sur la table si l'acheteur manifestait une fermeté absolue lors de la signature. Un expert du secteur indépendant, qui réalise des audits mystères pour les groupements de parcs, m'a dicté la marche à suivre idéale. Ne demandez jamais poliment si la voiture est là depuis longtemps. Questionnez frontalement sur la date exacte d'entrée en stock comptable. Face à un discours évasif ou une réponse préformatée du type « elle vient d'arriver », imposez vos vérifications techniques, demandez à consulter le suivi informatique de l'atelier. C'est à ce moment précis que le masque tombe. Subitement, le commercial concédera que le modèle est disponible depuis un certain temps et que, par un heureux hasard de la politique commerciale de la semaine, une marge de manœuvre substantielle vient de s'ouvrir sur le tarif final. Ce véhicule figé que le garage veut désespérément évacuer est votre levier de négociation le plus puissant, mais le système fera tout pour vous faire croire le contraire. Ce qu'il faut intégrer, c'est que l'économie réelle d'une concession moderne repose sur une bascule financière majeure. Le point de vente génère fréquemment une marge nette bien plus élevée sur votre contrat de financement de crédit ou de location avec option d'achat, LOA, que sur la vente physique de la carrosserie et du moteur. Un ancien responsable du service financement et assurance au sein d'un grand pôle multimarque à Nantes m'a détaillé la structure froide de ses profits croisés. Sur un véhicule d'occasion affiché à 22 000 euros en vitrine, la marge brute réelle dégagée sur la revente mécanique oscille généralement autour de 900 à 1200 euros après reconditionnement. En revanche, si le conseiller commercial parvient à orienter le client vers l'offre de crédit de la cellule financière interne de la marque avec un taux effectif global de 8,5%, au lieu que ce client n'utilise son propre prêt personnel souscrit auprès de sa banque traditionnelle à 4%, la concession empoche une commission de surtaux et d'apport d'affaires pouvant atteindre 2 800 euros sur la durée totale du contrat d'engagement. Le produit financier s'avère donc près de 3 fois plus rentable pour l'entreprise que le produit industriel lui-même. Voilà pourquoi la pression psychologique pour vous faire accepter un plan de financement est devenue une priorité absolue dans le parcours d'achat. Les vendeurs ne cherchent pas à lisser votre effort budgétaire ou à sécuriser votre épargne par pure bienveillance managériale. Ils cherchent à démultiplier le rendement comptable de l'opération. Les techniques de persuasion pour y parvenir sont extrêmement affûtées. On ne vous parlera jamais du coût total du crédit ou du montant global des intérêts capitalisés, car ces chiffres effraieraient n'importe quel gestionnaire de budget familial. À la place, on va saucissonner la dépense en ne citant que des mensualités réduites. On utilisera des formulations lissantes comme « Cela ne représente qu'un effort supplémentaire de 45 euros par mois pour basculer sur la finition supérieure ou prolonger l'engagement de 12 mois. » Ce glissement sémantique indolore rajoute en réalité des milliers d'euros d'intérêts cumulés sur la durée finale du tableau d'amortissement. Pour alourdir encore la facture, ils intègrent d'office au sein de cette mensualité des contrats annexes comme l'assurance perte financière, la garantie complémentaire privée ou des forfaits de protection de peinture à des tarifs prohibitifs. L'ancien responsable m'expliquait que les équipes reçoivent l'ordre strict de ne jamais mentionner le taux annuel effectif global, le fameux TAEG, à moins d'y être légalement contraint par une question écrite et explicite de l'acheteur. L'objectif est d'isoler une formule simple, par exemple 380 euros par mois sur 60 mois, en espérant que le consommateur ne fera pas la multiplication mentale, instantanée, pour s'apercevoir qu'il s'apprête à débourser un coût total de 22 800 euros pour une automobile qui en vaut initialement 16 000 sur le marché réel. Si par malheur le client effectue le calcul de tête et commence à interroger la pertinence du coût du crédit, le vendeur jouera la surprise feinte, prétextant un bug du configurateur interne avant de s'absenter pour trouver une solution miracle en activant un taux préférentiel dérogatoire qu'il possédait en réserve depuis le départ. La parade absolue face à ce système consiste à verrouiller votre stratégie bancaire en amont de votre visite.
Obtenez un accord de principe écrit de votre propre établissement bancaire pour un prêt personnel au taux réel du marché. Entrez dans la concession avec le statut d'un acheteur au comptant, capable de virer les fonds immédiatement. C'est à cet instant précis que vous verrez l'enthousiasme du vendeur s'effondrer de manière spectaculaire, lorsqu'il réalisera qu'il devra se contenter de la marge résiduelle de la voiture. Les intermédiaires automobiles redoutent les acheteurs indépendants de leur système de crédit. Ils déploieront toutes les diversions imaginables pour vous faire abandonner votre position bancaire personnelle. Tenez fermement vos positions, c'est la clé pour préserver votre épargne de ces frais cachés. Cette opacité financière se double d'une dérive documentaire fréquente. Le carnet d'entretien rigoureux mis en avant dans l'annonce est régulièrement lacunaire, tronqué, voire purement reconstitué de toutes pièces pour les besoins de la vente. Un technicien chevronné agréé pour les contrôles techniques en région parisienne m'a confié la récurrence de ce phénomène sur son pont élévateur. Lorsque les garages professionnels lui déposent des lots de voitures d'occasion pour valider le contrôle obligatoire avant cession, il inspecte systématiquement l'historique physique fourni. Dans une proportion alarmante de dossiers, les tampons apposés sur le livret de garantie soulèvent d'immenses doutes constructeurs. Les encres d'un tampon officiel à l'autre sont rigoureusement identiques alors que les révisions sont censées avoir été faites à 2 ans d'intervalle. L'écriture manuscrite des kilométrages montre la même main du début à la fin du carnet, où les entités commerciales mentionnées sur les sceaux n'ont aucune existence légale dans les registres du commerce des départements indiqués. Il arrive très fréquemment qu'un trou noir de 3 années consécutives, sans la moindre vidange, soit subitement colmaté par l'apparition magique de 3 tampons successifs réalisés en l'espace de 90 jours, juste avant que la voiture ne soit proposée. Sur le marché de l'occasion, l'explication est simple. Les professionnels savent qu'un acheteur exige un suivi limpide pour signer. Alors, quand les factures d'origine ont disparu ou que le précédent propriétaire a négligé l'entretien obligatoire, le système fabrique le document manquant. Des tampons en caoutchouc générique au logo des constructeurs européens s'achètent pour quelques dizaines d'euros sur des plateformes de commerce en ligne internationales. Des modèles de factures à en-tête de garages indépendants disparus ou en liquidation judiciaire sont recréés sur un simple traitement de texte pour justifier le remplacement fictif d'une courroie de distribution ou d'un kit de freinage. L'enjeu financier derrière cette falsification documentaire est immédiat. Une voiture, dotée d'un suivi constructeur limpide et complet, se négocie sur le marché français entre 2 000 et 3 500 euros plus cher qu'un modèle identique présentant des ruptures chronologiques de maintenance. Pour le négociant peu scrupuleux, dépenser quelques minutes à falsifier des encres représente un retour sur investissement immédiat pour gonfler artificiellement la valeur de son stock. Un ancien commercial de réseau m'a avoué la présence récurrente, dans le tiroir du fond du bureau des préparateurs, de tampons encreurs usagés destinés à régulariser les dossiers incomplets avant la livraison. Pour vous prémunir de cette fraude, refusez catégoriquement de vous contenter des tampons sur le carnet d'entretien. Exigez l'édition des factures originales, détaillées avec les numéros de SIRET des entreprises émettrices. Prenez le temps d'appeler les ateliers mentionnés sur les documents en leur fournissant le numéro de châssis ou l'immatriculation du véhicule pour valider la réalité des interventions. Dans leur base informatique interne, recroisez scrupuleusement l'évolution kilométrique enregistrée lors des passages successifs au contrôle technique via la plateforme publique UTAC OTC ou Istovec. Si une révision est datée d'un mois précis à un kilométrage, donnez alors que le contrôle technique réalisé 2 mois auparavant affichait un chiffre supérieur, la supercherie est établie. Les professionnels affirment haut et fort que le suivi est irréprochable. Vérifiez chaque ligne de manière obsessionnelle, car une partie non négligeable de cette traçabilité papier n'est qu'une illusion marketing. Dans la même logique de réassurance artificielle, les parcs automobiles adorent placarder des macarons stipulant garantie européenne, de 12 mois incluses sur les pare-brises, comme s'ils vous offraient une protection totale. La réalité technologique et juridique de ces contrats de garantie est à l'opposé de cette promesse de sérénité. Ces couvertures contractuelles sont la plupart du temps vidées de leur substance, truffées de clauses d'exclusion abusives et spécifiquement calibrées
pour rejeter systématiquement les demandes de prise en charge en cas de panne lourde. Une avocate spécialisée en droit de la consommation et litige automobile au barreau de Lyon m'a décrit l'envers du décor de ces polices d'assurance privées. Les garanties dites constructeurs ou distribuées par des organismes tiers reposent sur une définition extrêmement restrictive des pièces couvertes. Elles excluent de manière systématique les pièces d'usure, une catégorie juridique tellement large qu'elle englobe virtuellement la quasi-totalité des composants mobiles d'un moteur moderne à l'exclusion du bloc en fonte lui-même. De surcroît, ces contrats imposent des obligations d'entretien draconiennes au sein du réseau exclusif de la marque à des tarifs horaires prohibitifs, tout en appliquant des franchises fixes par sinistre atteignant parfois 400 ou 600 €, ce qui décourage immédiatement le consommateur d'engager une procédure pour des avaries intermédiaires. Les lignes écrites en petits caractères au verso du contrat constituent le véritable coffre-fort des assureurs. Sont exclus d'office les embrayages, les injecteurs de carburant, les dispositifs anti-pollution comme les filtres à particules ou les systèmes d'injection d'urée AdBlue, les turbocompresseurs, les circuits électriques secondaires, les détériorations graduelles liées à l'usage, ainsi que toute défaillance dont l'origine pourrait être imputée de près ou de loin à un prétendu manque de vigilance ou de niveau de fluide de la part de l'utilisateur. Qu'est-ce qui reste couvert en fin de compte? Pratiquement rien en dehors des éléments statiques internes qui ne cassent jamais spontanément. Un ancien chef d'atelier d'une concession de grande marque en périphérie de Lille m'a avoué la consigne interne claire en cas de retour d'un client dont la boîte de vitesse mécanique ou automatique venait de lâcher sous garantie. Les équipes techniques devaient impérativement isoler une justification technique externe pour rejeter la demande. Un échauffement anormal des disques imputé à une conduite inadaptée du conducteur ou un infime suintement d'huile non signalé qui aurait entraîné un manque de lubrification, qualifié contractuellement de négligence d'entretien de la part de l'acheteur. L'assureur tiers, dont le modèle économique repose exclusivement sur la maximisation des primes perçues et la minimisation des sinistres décaissés, valide immédiatement le rejet de couverture opposé par le garage. Le consommateur se retrouve piégé, contraint d'assumer une facture de réparation de plusieurs milliers d'euros sur un véhicule acheté 3 mois plus tôt, avec une prétendue garantie totale. Le piège réside dans le fait que la concession ne gère pas elle-même ce risque de panne. Elle sous-traite cette couverture à des compagnies d'assurance tierces via des packages financiers globaux. Quand un problème mécanique survient, vous ne faites plus face au commerçant qui vous a vendu l'auto avec le sourire, mais à des plateformes téléphoniques de gestion de sinistres dont l'unique objectif de rentabilité est de classer votre dossier sans suite. Analysez l'organisme de garantie sous-jacent avant de vous engager, épluchez la liste exhaustive des exclusions contractuelles plutôt que le titre marketing de la brochure, et exigez que les promesses de remise en état soient consignées noir sur blanc sur le bon de commande initial. Cette fameuse garantie de 1 an, qui trône fièrement sur la fiche technique, ne sera d'aucun secours concret le jour où votre moteur se mettra en mode sécurité sur l'autoroute. Il y a plus grave encore dans l'échelle de la dissimulation technique. Les ateliers des concessions inspectent méthodiquement chaque véhicule entrant lors de sa reprise comptable, identifient des anomalies mécaniques ou de sécurité réelles, puis prennent la décision délibérée de masquer ces défauts au lieu de réaliser les réparations nécessaires avant de repositionner la voiture à la vente. Un technicien de diagnostic qui a travaillé durant 7 ans pour un grand réseau de concessions dans le sud de la France m'a expliqué les raisons de sa démission face à ces dérives permanentes. Lorsqu'une voiture de retour de location ou reprise à un particulier entre dans l'atelier pour l'inspection de préparation obligatoire avant commercialisation, le technicien branche l'outil de diagnostic électronique officiel, monte le véhicule sur le pont de géométrie et dresse un bilan thermique et visuel exhaustif. Il consigne scrupuleusement sur sa fiche d'atelier interne les anomalies détectées. Un suintement de liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse, un jeu excessif dans les bras de suspension avant, des codes défauts fugitifs mais alarmants concernant la pression de suralimentation du turbocompresseur ou l'état de dégradation des catalyseurs.
Cette feuille de route technique est ensuite transmise directement au service des ventes d'occasion. C'est à ce moment précis que s'opère un calcul purement comptable entre le coût de la remise en état mécanique aux normes d'origine du constructeur et la marge bénéficiaire nette affectée au véhicule. Si le coût des pièces d'origine et le volume d'heures de main-d'œuvre requis pour assainir l'auto dépassent le budget de reconditionnement alloué par la direction, l'ordre est donné à l'atelier de ne procéder à aucune réparation de fond, mais de déployer des mesures cosmétiques d'effacement temporaire du problème. L'arbitrage financier est d'une simplicité cynique. Effectuer les travaux réels ampute directement la marge de la concession de 1 500 ou 2 000 euros. Dissimuler le problème par des techniques superficielles permet de préserver l'intégralité du profit lors de la vente rapide. Si le client final découvre la panne 2 ou 3 mois après la livraison, la concession se retranchera derrière l'argument légal classique du défaut d'utilisation, ou prétendra que la panne s'est développée postérieurement à la vente en raison d'un aléa de la route indétectable lors de la préparation. Le technicien m'a décrit un exemple frappant concernant un SUV diesel très populaire sur le marché hexagonal, dont l'échangeur de turbo présentait des signes manifestes de rupture imminente, avec des projections d'huile noire SS dans le compartiment moteur. Une réparation lourde évaluée à près de 2 500 euros de pièces et de main-d'œuvre. La consigne du responsable des ventes a été immédiate. Appliquer un dégraissant industriel sur l'ensemble des carters internes. Nettoyer le compartiment moteur au nettoyeur haute pression pour éliminer toute trace visuelle suspecte. Effacer la mémoire de panne du calculateur central à l'aide de la valise électronique et positionner le véhicule en exposition sur le parc le jour même. L'automobile a été vendue moins de 10 jours plus tard à une famille convaincue d'acquérir un produit sain. Lorsque le turbocompresseur a définitivement implosé sur l'autoroute des vacances 4 mois après l'achat, le service après-vente a rejeté la prise en charge en invoquant une usure normale liée au kilométrage, contraignant l'acheteur à assumer l'intégralité des frais de réparation. Les tactiques courantes de dissimulation à l'atelier ne relèvent pas de la mécanique de précision, mais de la chirurgie esthétique temporaire. Pour un suintement d'huile persistant, on décape les zones inférieures du bloc juste avant le rendez-vous du contrôle technique. Pour un claquement suspect dans la colonne de direction ou les suspensions, on sature les cylinder blocs fatigués d'un lubrifiant silicone épais pour étouffer temporairement le bruit de friction métallique lors de l'essai routier du client. Pour un voyant d'alerte moteur qui s'allume au tableau de bord en raison d'une anomalie antipollution persistante, on procède à un effacement logiciel des codes défauts à la valise juste avant de confier les clés à l'acheteur. En sachant pertinemment que le calculateur mettra entre 100 et 300 km d'autonomie routière avant de relancer ses cycles de vérification interne et de rallumer le témoin d'alerte. La seule méthode d'autodéfense efficace face à ces dérives structurelles consiste à extraire la voiture de l'influence de la concession avant de signer le moindre engagement ferme. Mandatez de manière indépendante un expert automobile certifié ou faites appel au service d'un mécanicien itinérant indépendant pour réaliser une inspection pré-achat contradictoire directement sur le parc du vendeur. Un investissement d'une centaine d'euros vous permettra d'avoir un professionnel neutre équipé de son propre outil de diagnostic indépendant qui ira scruter les dessous du châssis, vérifiera l'épaisseur de la peinture pour déceler d'anciens chocs structurels et interrogera l'historique profond des calculateurs électroniques. Ces experts tiers déterreront instantanément ce que les ateliers des concessions s'efforcent de dissimuler sous des couches de polish et de nettoyants plastiques. Car les professionnels de la vente ne admettront jamais de plein gré qu'ils ont identifié des anomalies de sécurité majeures sur le véhicule, qu'ils s'apprêtent à vous livrer en souriant. Pour comprendre comment ces défaillances techniques peuvent être masquées si facilement lors d'une simple revente, il faut plonger sous le capot et analyser la physique et la chimie élémentaire qui régissent l'usure de votre moteur. Prenez le cas de la lubrification et de la combustion. Un bloc thermique moderne, c'est une immense usine de précision où des pistons oscillent dans des cylindres à des vitesses folles, séparés de la paroi métallique par un film d'huile qui ne mesure que quelques micromètres d'épaisseur, soit l'équivalent d'un dixième de la taille d'un cheveu humain.
Lorsque le moteur tourne, le carburant injecté sous une pression colossale de plus de 2000 bars ne brûle jamais de manière absolument parfaite. Des résidus de carbone microscopiques, une suie fine comparable à de la poussière de cheminée, s'échappent par les segments des pistons et viennent se mélanger directement à l'huile moteur. C'est le phénomène de la contamination par la suie. En parallèle, l'omniprésence des vannes de recirculation des gaz d'échappement, les fameuses vannes EGR imposées par l'évolution des normes anti-pollution en Europe, réinjectent une partie de ces gaz brûlés et chargés de particules directement dans l'admission d'air pour abaisser la température de combustion. Imaginez cela comme si on forçait un athlète en plein effort à respirer une partie de son propre gaz carbonique à travers une paille. Le résultat mécanique est mathématique. L'admission s'encrasse, une pâte noire et visqueuse, un mélange d'huile vaporisée et de suie de carbone se dépose sur les conduits et vient bloquer les clapets d'admission d'air. Votre moteur s'asphyxie lentement, perd du couple, consomme plus de carburant et commence à émettre des fumées opaques lors des phases d'accélération. Pour masquer cette dégradation de la mécanique sans démonter le bloc, l'industrie s'appuie sur une solution chimique concrète. Une procédure de nettoyage de surface appelée le décalaminage à l'hydrogène ou l'injection de solvants pétroliers concentrés par l'admission. Le principe est simple. On fait respirer au moteur un gaz hautement réactif qui va élever artificiellement la température de combustion interne pour brûler ces dépôts de carbone à la manière du cycle de pyrolyse de votre four de cuisine. Étape par étape, les résidus de suie durcie sont désintégrés en fines particules et expulsés par le système d'échappement. Les conduits se libèrent temporairement. Le calculateur moteur réajuste ses paramètres de richesse et le voyant d'alerte s'éteint. Dans la tête du vendeur, l'objectif est atteint. La voiture retrouve un comportement dynamique normal et une opacité d'échappement conforme pour les 2000 prochains kilomètres. Le temps de valider la vente et de dépasser le délai légal de rétractation ou d'action pour vice caché. Cet arbitrage permanent entre la durabilité mécanique réelle et la rentabilité à court terme n'est pas né d'hier. Pour comprendre pourquoi les constructeurs et les distributeurs ont configuré les moteurs de cette manière, il faut remonter au milieu des années 2000, précisément entre 2005 et 2009. C'est à cette période charnière que l'Union européenne a drastiquement durci les seuils d'émissions de particules fines et d'oxyde d'azote pour les motorisations diesel et essence, précipitant l'adoption généralisée des filtres à particules et des architectures de dépollution complexes. Face à cette contrainte technique majeure, qui augmentait le coût de fabrication de chaque véhicule de près de 1 500 €, les constructeurs ont dû trouver un moyen de compenser cette baisse de marge sur les chaînes de montage. C'est ainsi qu'a été théorisée la notion de coût total de détention pour les flottes d'entreprises, qui représente plus de 50% des immatriculations de voitures neuves en France. Pour séduire les acheteurs de flotte, les constructeurs ont allongé artificiellement les intervalles de maintenance technique. Les vidanges d'huile moteur, qui s'effectuaient historiquement tous les 10 000 ou 15 000 km, ont été poussés par de simples préconisations marketing à des seuils irrationnels de 30 000 km, voire 2 ans d'utilisation intensive sous l'appellation commerciale d'huile long life. Le cadre réglementaire européen et français mesure et valide la conformité d'un véhicule d'occasion uniquement sur des critères instantanés. Lors du passage au contrôle technique périodique, le protocole officiel se borne à mesurer l'opacité des fumées à l'échappement, la présence de fuites majeures de fluide et la conformité des systèmes de sécurité actifs via la prise de diagnostic OBD. Mais aucune loi européenne ne contraint un vendeur à certifier la réserve de vie mécanique profonde des composants internes comme la tension de la chaîne de distribution ou le taux d'usure des paliers de turbocompresseurs. C'est dans ce vide de contrôle technique approfondi que les concessions opèrent. Ils exploitent le fait qu'une huile moteur usée jusqu'à la corde, ayant perdu 40% de ses propriétés de viscosité et d'additivation anti-usure, lubrifie encore suffisamment le bloc pour passer l'épreuve statique du contrôle technique sans générer de fumée suspecte. Le moteur répond parfaitement aux exigences administratives de l'UE à l'instant T, alors même que ses composants internes ont subi une usure prématurée équivalente à 100 000 km de roulage normal,
en raison de ces intervalles d'entretien exagérés. Le système ne cherche pas à vous vendre une automobile durable. Il cherche à valider un standard d'homologation minimale pour transférer légalement le risque financier de la défaillance mécanique future directement sur les épaules du consommateur final. Maintenant, ce que vous faites concrètement pour contrer ce système est reprendre le contrôle total de votre véhicule. Ne comptez pas sur le calendrier du constructeur, n'attendez pas l'alerte sur votre tableau de bord, agissez vous-même de manière méthodique. La première action consiste à purger votre circuit de lubrification à intervalles serrés, selon une logique de protection mécanique réelle et non marketing. Tous les 10 000 km ou une fois par an, réalisez une vidange complète de l'huile moteur, quel que soit le discours rassurant de votre concessionnaire sur les fluides dits de longue durée. Pour ce faire, opérez impérativement sur un moteur chaud, après au moins 20 minutes de roulage routier. Pourquoi ? Parce que la chaleur fluidifie l'huile usagée et remet en suspension les bouts de carbone stagnantes au fond du carter, garantissant leur évacuation totale lors de l'ouverture du bouchon de vidange. Laissez s'écouler le fluide par gravité pendant au moins 30 minutes. N'acceptez jamais la vidange par aspiration par le haut, souvent pratiquée dans les garages rapides pour gagner du temps. Cette méthode laisse systématiquement un dépôt de sédiments abrasifs au point le plus bas du moteur. Changez le filtre à huile à chaque opération, sans exception. Un filtre saturé ouvre sa valve de sécurité interne, laissant circuler une huile non filtrée, chargée de limaille directement dans vos coussinets de bielle. La deuxième étape, indispensable, concerne le nettoyage préventif du système d'injection et de dépollution. Tous les 20 000 km, versez un additif détergent concentré à base de polyéthyramine directement dans votre réservoir de carburant, juste avant d'effectuer un plein complet de 50 litres. Les polyéthyramines sont les seules molécules chimiques capables de résister aux températures extrêmes de la chambre de combustion pour dissoudre les vernis de carburant qui obstruent les micro-trous de vos injecteurs. Une fois le plein effectué, planifiez un trajet autoroutier d'au moins 60 km en maintenant volontairement un régime moteur élevé, aux alentours de 3000 tours par minute, en restant sur le 4e ou 5e rapport de boîte. Cette charge thermique constante est indispensable pour déclencher la régénération naturelle de votre filtre à particules et calciner la suie accumulée avant qu'elle ne se transforme en bloc de carbone indestructible. La troisième action vise à assainir l'admission d'air face au retour de la vanne EGR. Tous les 2 ans, procédez à un nettoyage physique ou à une inspection visuelle du capteur de pression absolue d'admission, une petite pièce électronique fixée sur le collecteur d'air. Retirez-la délicatement à l'aide d'une clé Torx et pulvérisez un nettoyant pour frein sec pour dissoudre la croûte de suie grasse qui isole sa membrane de mesure. Un capteur encrassé envoie des données erronées au calculateur, ce qui pousse le moteur à injecter trop de carburant, accélérant ainsi l'encrassement général du bloc. Regardons maintenant l'économie réelle de cette stratégie d'autodéfense mécanique. Vos coûts réels pour cette maintenance préventive rigoureuse s'élèvent à environ 65 € par application pour l'huile de haute qualité et les filtres de marque d'origine, auxquels s'ajoutent 25 € pour l'additif d'injection spécifique, soit un total de 90 € par an. Sur une distance de 100 000 km, votre investissement total en consommables de protection s'établit précisément à 900 €. Le garage officiel, lui, vous facturera l'équivalent de 350 à 450 € pour chaque révision standard tous les 30 000 km, soit un coût cumulé d'environ 1 350 € sur la même période. Pour un service minimaliste qui laisse le moteur s'user par contamination de l'huile. Pire encore, si le système anti-pollution lâche à cause de cet entretien trop espacé, le garage vous facturera un remplacement de filtre à particules ou de vanne EGR à hauteur de 1 800 à 2 400 €. Une dépense qui intervient statistiquement tous les 4 à 5 ans sur les véhicules subissant des trajets urbains répétés. Un avertissement de sécurité technique clair s'impose cependant concernant l'application de ces méthodes. N'utilisez jamais d'additifs de nettoyage agressif ou de solvants de rinçage moteur si vous venez d'acquérir un véhicule affichant plus de 150 000 km sans aucun historique d'entretien vérifiable. Pourquoi ?
Parce que dans un moteur massivement négligé, les dépôts de calamine et les boues épaisses colmatent paradoxalement les micro-fissures des joints d'étanchéité interne. Si vous injectez brusquement un détergent surpuissant dans ce milieu fragile, vous allez dissoudre ces barrières de carbone résiduelles, ce qui provoquera des fuites d'huile massive à travers les joints de queue de soupape ou les joints spi de vilebrequin, voire le bouchage instantané de la crépine de la pompe à huile par des plaques de calamine décollées d'un coup. Dans ce cas précis, privilégiez des vidanges très rapprochées, tous les 5000 km, avec une huile fluide standard pour rincer le bloc de manière progressive et douce sans créer de choc thermique ou chimique. L'objectif fondamental reste de protéger ce qui a de la valeur. Votre capital mécanique personnel et votre liberté de mouvement face à une industrie qui préfère vous voir changer de voiture plutôt que de faire durer la vôtre. Pour achever de vous convaincre que cette logique de rentabilité immédiate prime sur l'intérêt du consommateur, analysons des cas concrets et chiffrés observés à grande échelle sur le marché français. Regardez la gestion des flottes de véhicules d'entreprise par les grandes sociétés de location longue durée ou par les services techniques des métropoles régionales comme Lyon ou Marseille. Sur des parcs d'envergure comprenant plus de 5000 véhicules légers circulant quotidiennement, les gestionnaires de flotte ont scrupuleusement documenté l'impact financier direct du passage aux huiles long life imposées par les constructeurs. Sur une période d'observation de 4 ans, les flottes appliquant aveuglément les révisions tous les 30 000 km ont enregistré un taux de défaillance prématuré des turbocompresseurs de 14%, entraînant des immobilisations forcées et des frais de réparation moyens de 1 600 € par incident. À l'inverse, les structures logistiques ayant choisi d'enfreindre les préconisations marketing pour maintenir des vidanges intermédiaires fixes tous les 15 000 km ont vu ce taux de panne s'effondrer sous la barre des 2%, tout en prolongeant la durée d'utilisation opérationnelle de leurs moteurs de plus de 80 000 km avant réforme. L'économie d'échelle n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité comptable. Cette asymétrie de traitement se reflète également dans la politique tarifaire des consommables distribués sur le territoire national. Prenons l'exemple concret de l'additif de dépollution liquide, AdBlue, obligatoire pour la quasi-totalité des motorisations diesel Euro 6 circulant en France et en Europe. Lorsque vous achetez ce produit sous forme de bidon de 5 litres estampillé du logo officiel d'un grand constructeur automobile dans le réseau de concessionnaires, le tarif affiché oscille régulièrement entre 25 et 35 €, sous prétexte d'une formulation exclusive validée par les ingénieurs de la marque. Pourtant, une analyse chimique factuelle de la composition de ce fluide révèle qu'il répond à une norme industrielle internationale unique et standardisée, la norme ISO d'Intidum 241. Ce liquide n'est composé que de 2 ingrédients universels, 32,5% d'urée de haute pureté et 67,5% d'eau déminéralisée. Lorsque vous achetez exactement ce même fluide, ISO d'Intidum 241 à la pompe dédiée aux véhicules industriels, dans une station-service de réseau autoroutier français ou en bidon générique de grande distribution, le coût réel s'établit entre 0,70 et 1,20 € le litre. Le système applique ici un coefficient multiplicateur de près de 5 fois le prix réel pour une substance rigoureusement identique, uniquement en jouant sur la peur du consommateur de perdre sa garantie contractuelle. Il en va de même pour les filtres à huile ou les filtres d'habitacle. Les pièces glissées dans des boîtes en carton, aux couleurs des marques automobiles, sortent exactement des mêmes lignes de production des équipementiers européens majeurs, comme Manfilter, Purflux ou Mahle, mais subissent une majoration tarifaire en concession pouvant atteindre 60% par rapport au canal de distribution indépendant, pour contrer l'argument selon lequel ces constats relèvent d'une interprétation isolée. Il suffit de se référer aux enquêtes techniques indépendantes publiées régulièrement par des revues de consommateurs de référence en France ou par des organismes d'évaluation d'Europe de l'Ouest. Les analyses d'échantillons d'huile usagée réalisées en laboratoire indépendant démontrent de manière systématique qu'au-delà de 18 000 km parcourus, en conditions de circulation mixte ou urbaine, la réserve d'alcalinité de l'huile, qui sert à neutraliser les acides corrosifs issus de la combustion, est totalement épuisée.
L'huile devient alors acide et commence à attaquer chimiquement les composants internes au lieu de les protéger. La logique globale du système industriel contemporain devient alors parfaitement limpide. Le modèle économique des grands groupes de distribution automobile ne repose plus de manière viable sur la seule marge dégagée lors de la vente du véhicule neuf ou d'occasion. Une marge constamment compressée par la concurrence Internet et les coûts de structure des showrooms nationaux. Le pivot de la rentabilité s'est déplacé vers l'activité d'après-vente, la vente de contrats de services exclusifs et la rotation accélérée des pièces de rechange d'origine. En paramétrant des architectures mécaniques complexes, sujettes à un encrassement inéluctable à moyen terme, et en espaçant les cycles d'entretien thermique préventif, l'industrie organise de fait un point de passage obligatoire et programmé du consommateur au sein des ateliers du réseau. L'objectif systémique est de capter la valeur résiduelle de votre budget de mobilité tout au long de la vie du véhicule. En comprenant ces flux de capitaux et en appliquant une stratégie d'entretien physique rigoureuse et indépendante, vous brisez cette dépendance technique forcée. Vous protégez votre investissement et vous préservez votre pouvoir d'achat face aux exigences